Donc bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup pour cette journée, cette réflexion collective dans un moment qui est plutôt dominé par Parcoursup, les corrections des copies. Donc ça fait beaucoup de bien d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire à deux voix, c'est vous proposer une réflexion autour du rôle actuel des États dans la conduite de la guerre et dans les politiques de gestion de la violence. Le rôle des États dans un contexte de pluralisation des acteurs qui participent à la conduite de la guerre. Or, cette idée de pluralisation des acteurs, c'est quelque chose, un constat qui est largement partagé par la littérature internationale. Certains auteurs, certaines autrices vont plutôt mettre en avant le rôle accru des organisations internationales, de l'OTAN, de l'ONU, l'Union européenne, notamment rôle accru qui vont transformer les pratiques guerrières des États, notamment en disqualifiant les conquêtes territoriales, en général en faisant exception des événements les plus récents. D'autres auteurs, autrices vont mettre en avant plutôt l'affaissement des États. Affaiblissement des États qui produirait un regain, une importance accrue des acteurs privés, des guerres infra-étatiques, et donc des guerres plus chaotiques, plus détérioralisées, avec des mélanges civils, militaires, etc. Cette pluralisation des acteurs, on la retrouve aussi au sein des politiques de gestion de la violence, au sein même des États. C'est notamment toute l'idée de lutte contre la radicalisation. Le terme radicalisation, le vocable radicalisation, induit que les questions de sécurité ne dépendent plus seulement des ministères régaliens, mais ces questions de sécurité sont désormais traitées par d'autres types d'acteurs, ministère de l'Éducation nationale, des sports, des politiques de la ville, etc. Et donc, à la suite de ces auteurs que j'évoquais très brièvement, on peut se dire qu'il est difficile de penser la guerre aujourd'hui sans penser la pluralisation de ces acteurs et sans penser les recompositions de l'État. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ici, d'esquisser brièvement, en insistant peut-être sur un point un peu spécifique, un peu négligé par une part de la littérature. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est la consistance même des rapports entre ces différents acteurs. L'idée, pour nous, ce n'est pas de savoir s'il y a plus ou moins d'États, plus ou moins d'acteurs privés, c'est plutôt d'essayer de comprendre concrètement et empiriquement comment interagissent ces acteurs qui appartiennent à différents espaces sociaux. La notion d'espace social ici, très schématiquement, qu'est-ce qu'on entend par espace social? On entend des espaces, des lieux sociaux dotés de logiques sociales spécifiques. On pourrait dire aussi des zones d'interdépendance resserrées, on pourrait expliquer ça. L'idée, c'est tout simple, c'est qu'un diplomate ne pense pas, n'agit pas de la même façon qu'un responsable d'ONG ou qu'un responsable d'une firme transnationale. Et donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est les effets de ces rencontres entre des acteurs situés dans différents espaces sociaux, les effets des rencontres entre ces acteurs situés dans des espaces sociaux différenciés. Et donc, notre but, ça va être de penser la guerre et la souveraineté en étant attentif à la différenciation sociale des sociétés modernes, aux relations entre ces espaces sociaux différenciés. Bien, alors je continue le propos introductif, vous l'aurez compris, je pense, à présent. La perspective de nos travaux communs, et on va venir dans une seconde aux études de cas, c'est donc de revenir sur la question classique du rôle et de la définition de l'État. Alors comme ça a été dit à diverses reprises ce matin et en début d'après-midi, ce rôle de l'État et cette définition de l'État, elle a longtemps été associée à la conception et au concept de monopole de la contrainte physique légitime, et donc à l'idée d'une centralisation et d'une maîtrise des moyens de la violence par l'État, ce qui se traduirait en pratique par une position souveraine et monopolistique quant aux activités guerrières. Je ne reviens pas sur ce point. Et cette perspective, bien sûr, elle est associée à la Vulgate weberienne, et notamment une citation qui est devenue référence, et que je vous redonne parce que, justement, on va essayer de la compléter ici, puisque Weber nous dit que l'État est cette communauté humaine qui, à l'intérieur d'un territoire déterminé, revendique pour elle-même et parvient à imposer le monopole de la contrainte physique légitime. Alors ça, c'est la partie qui est très connue de la définition, mais toutefois, cette citation, chez Max Weber, elle est associée à un corollaire qui est moins fréquemment cité et qui va nous intéresser particulièrement ici, puisque Max Weber ajoute à l'issue de cette définition que tous les autres groupements et toutes les autres personnes ne se voient accorder le droit à la violence physique que dans la mesure où l'État la tolère de leur part. Ils passent pour la source unique du droit à la violence. Alors, je ne vais pas du tout faire une exégèse de Max Weber ici. On voit bien qu'il est affirmé ici une revendication du monopole de la contrainte physique légitime. Mais on voit aussi que Max Weber insiste moins sur la dynamique de centralisation de cette violence que sur les relations entre les différents acteurs qui feraient exister ce monopole et
relations à l'intérieur desquelles l'État a un rôle spécifique. Donc notre point de départ avec Sylvain, c'était de prendre au sérieux cette porte ouverte et de développer à partir de là une perspective critique sur cette notion. Alors, c'est des notions qui ont été travaillées en sciences politiques, par exemple en action publique, justement, sur le redéploiement de l'État, etc. Mais dans ce champ de recherche, il y a eu assez peu de travaux sur les questions régaliennes. Et donc, une de nos perspectives était d'amener justement ces perspectives autour des sujets régaliens, la guerre, la paix, etc. Et donc, en lien, et ça vous l'avez compris avec la partie de la présentation de Sylvain à l'instant, hein, en lien avec des travaux classiques de sociologie politique, mais aussi avec des réflexions empiriques plus récentes sur le gouvernement de la guerre et de la violence, hein, qui irait plutôt du côté de la sociologie ou de l'anthropologie, nous avons essayé, dans nos travaux respectifs, hein, d'analyser la place de l'État dans le gouvernement de la guerre, mais sans partir du présupposé d'un monopole de la contrainte physique légitime, hein, ce qui est souvent évidemment une des difficultés dans les travaux qui sont menés. Et on a essayé d'analyser l'articulation entre des espaces sociaux qui sont relativement autonomes et qui sont au cœur de ce gouvernement. On peut penser ici aux militaires, aux diplomates, mais aussi aux entreprises privées, aux ONG, etc. Donc ça nous a conduit, et comme ça vous avez le fil rouge pour ensuite les cas d'études, ça nous a conduit à constater que, en réalité, c'est dans ces échanges entre espaces sociaux, hein, ceux que je viens de décrire, hein, mais la liste n'est pas du tout exhaustive, c'est dans ces échanges entre espaces sociaux qu'est produit, en pratique, une forme de gouvernement de la guerre. Hein. Mais dans ces échanges, on a constaté aussi que, paradoxalement, l'État était réaffirmé en tant qu'acteur. Hein, pas acteur unique, mais acteur avec une position spécifique. De la même manière, et on développera beaucoup moins ce point-là aujourd'hui, on a pu constater que dans ces échanges, hein, qui conduisent à la production des politiques de guerre et de paix, hein, pour aller très vite, dans ces échanges, les agents contribuent à faire exister cette fiction du monopole. Ouais, c'est assez intéressant parce que c'est comme ça qu'on voit reproduit finalement cette position de l'État en faisant vivre ce monopole. Alors, on n'a pas qu'un propos théorique, rassurez-vous. Pour illustrer cette idée, on va avoir deux études de cas à l'appui, forcément des études de cas très courtes puisqu'on a un temps limité, ce qui est bien normal. La première étude de cas va porter sur les politiques antiterroristes menées en France depuis 2012. Et la seconde étude de cas portera sur la régulation internationale des systèmes d'armes létaux autonomes. Pourquoi ces deux études de cas? Très simplement parce qu'elles permettent justement de s'intéresser à l'échelon étatique, et c'est cette question, ce point sur les jeux d'échelle, hein, voir ce qui se passe à l'intérieur de l'État dans la production de ces politiques, mais voir aussi ce qui se passe au-delà de l'échelon étatique dans la production de ces politiques liées à la guerre. Donc, pour ma part, je vais vous parler donc des politiques antiterroristes, adoptées en France entre 2012 et 2017. Donc, je vais m'intéresser à ce qui se passe au sein d'un État, et plus précisément au sein d'un gouvernement. Ça s'appuie donc sur une enquête. Cette enquête a été réalisée principalement à partir d'entretiens menés avec des membres de cabinet, des directeurs d'administration et des chefs de bureau. La question que je vais poser ici, c'est comment l'antiterrorisme est-il devenu une politique transversale en France entre 2012 et 2017. Alors, évidemment, là, je n'ai pas le temps de faire une réponse systématique, et donc je vais prendre une petite séquence en analysant cette séquence pour montrer en fait un peu qu'est-ce qu'on cherche à voir à travers l'approche que Cyril et moi nous vous présentons aujourd'hui. Donc, petite séquence. On va partir en 2014. En 2014, en France, il y a une coalition gouvernementale qui domine le jeu. Cette coalition est entre Matignon et le ministère de l'Intérieur. Donc, à Matignon, à ce moment-là, on a Manuel Valls, qui était précédemment ministre de l'Intérieur. Donc c'est la coalition qui domine le jeu gouvernemental sur les questions du terrorisme. Alors, on peut regarder ce qui se passe du côté de cette coalition au moment des attentats de janvier 2015. Janvier 2015, ces attentats contre Charlie Hebdo, l'Hypercacher et Clarissa Jean-Philippe à Montrouge. Si on regarde ce qui se passe du côté de cette coalition du ministère de l'Intérieur et du Premier ministre, l'hypothèse la plus probable va être la mise en œuvre de l'état d'urgence en janvier 2015. Pourquoi? Parce que c'est ce scénario qui était travaillé au ministère de l'Intérieur à ce moment-là. Or, vous en souvenez peut-être, en fait, l'état d'urgence n'a pas été mis en œuvre en janvier 2015, mais en novembre 2015. Il n'a pas été mis en œuvre après Charlie Hebdo, mais après le Bataclan, les terrasses et le Stade de France. Le fait marquant, en fait, en janvier 2015, c'est l'organisation de cette marche républicaine du 11 janvier. Marche républicaine où vous retrouvez des centaines de milliers de personnes dans les rues et un regroupement assez rare de chefs de gouvernement et de chefs d'État.
Cette marche, elle a joué un rôle assez intéressant du point de vue des politiques antiterroristes, puisqu'elle a accompagné une redéfinition de qu'est-ce que peuvent être ces politiques. Ce n'est pas seulement des questions de sécurité, mais également de citoyenneté. Ce qui pourrait être un cadrage qui est favorable à l'extension du domaine de l'antiterrorisme, puisque finalement, avec cette marche, on dit que la question des attentats, ça ne concerne pas que la sécurité, mais également la citoyenneté. Or, ce qui m'intéresse ici, c'est que cette marche n'est pas une initiative du ministère de l'Intérieur, ce n'est pas non plus une initiative du Premier ministre, ni même du chef de l'État, François Hollande. C'est une initiative qui provient de la direction du Parti socialiste, et plus précisément de François Lamy, qui d'ailleurs en fait, a déposé la déclaration de manifestation seul en préfecture. C'est-à-dire la déclaration de manifestation est signée que du nom de François Lamy. François Lamy, donc, il fait partie de la direction du PS, et c'est un opposé, il appartient au réseau opposé à Valls. Dans les médias, et ailleurs, on commence à anticiper très largement le succès de cette marche. On imagine que cette marche va être un grand succès. Et c'est cette diagnostic d'un succès à venir de la marche qui fait que François Hollande finit par se rallier à cette initiative. Or, qu'est-ce qui se passe à partir de là? À partir du moment où Hollande se rallie à cette initiative, ça met en échec la solution élaborée par le ministère de l'Intérieur. Comme le raconte un membre de cabinet, comme nous le dit en entretien, le soir même s'est défini le projet d'établir l'état d'urgence, puisque Hollande a décidé de convoquer des millions de personnes pour manifester dans la rue. Donc, première séquence, vous voyez ici, la marche républicaine est organisée qui problématise les questions du terrorisme en lien avec la citoyenneté. Une deuxième étape, si on veut, dans ces questions de mise en relation entre les attentats et la citoyenneté, c'est un plan adopté par le ministère de l'Éducation nationale le 22 janvier 2015. Ce plan, il n'est pas original par son contenu. C'est des mesures qu'on voit régulièrement dans les questions, dans les plans du ministère de l'Éducation nationale. Il est original parce qu'il met en relation ce contenu avec des questions de sécurité. Et ça, c'est la première fois. Et donc, on pourrait percevoir ici une sorte de conversion du personnel du ministère de l'Éducation nationale, de la direction de ce ministère, de l'entourage de la ministre, aux questions de sécurité. Une sorte de culture commune de la sécurité qui émergerait et qui traverserait le gouvernement. Pourtant, en fait, excusez-moi, ce qu'on perçoit, si on se met du point de vue du ministère, c'est que le but, en fait, c'est préserver ce ministère, le ministère de l'Éducation nationale, face aux tentatives de disqualification portées par Matignon et l'Intérieur. Je vous explique avec une citation là d'un membre du cabinet du ministère de l'Éducation nationale. Très vite. Valls engueule Najat sur le non-respect de la minute de silence du 8 janvier 2015. Nous, au ministère de l'Éducation nationale, les recteurs nous montrent qu'il y a 50 écoles où cette minute n'a pas été respectée. Et l'Intérieur nous dit qu'il y a eu 370 écoles. Et comme Valls, c'est un ancien de l'Intérieur, il dit à Najat, tes recteurs, ils font un sale boulot. Ils ne te donnent pas les bons chiffres. Ça, il faut résister, parce qu'on se prend une pression. La suite du 7 janvier, c'est la faute de l'Éducation nationale qui n'a pas fait du bon boulot et qui a laissé la France fabriquer des jeunes qui prennent des armes contre elle. Et nous, on les prend, ces critiques. Mais c'est hyper violent, quoi. Et en moins de 10 jours, on a sorti un plan, on a bossé jour et nuit. Et donc, vous voyez, ce plan du ministère de l'Éducation nationale, il fait sens pour se protéger contre une disqualification portée par un autre acteur, Matignon, et l'Intérieur. Et donc, c'est une façon de se... Il fait moins sens pour son contenu même du point de vue du ministère de l'Éducation nationale que comme façon de se protéger de stigmatisation et pour préserver en fait la position de ce ministère dans l'espace gouvernemental. Là-dessus, je vais finir en mettant en avant pourquoi je vous ai présenté cette séquence, quels sont 4 enseignements de cette séquence qui montrent en fait la perspective qu'on veut mettre en avant. Premier élément, vous voyez, si on veut comprendre la politique antiterroriste française, il ne suffit pas de s'intéresser aux acteurs dominants, en l'occurrence ici au Premier ministre et au ministère de l'Intérieur, puisqu'on voit des acteurs assez secondaires peuvent jouer un rôle significatif dans la définition de ces politiques. Deuxième élément, comprendre ces politiques nécessite de s'intéresser aux effets de la rencontre entre des acteurs de telle logique sociale spécifique. Ce plan du ministère de l'Éducation nationale, on ne peut le comprendre en s'intéressant seulement à l'éducation nationale, on ne peut le comprendre en s'intéressant seulement à l'intérieur, mais c'est bien l'effet de la rencontre entre ces acteurs de telle logique sociale spécifique qui nous permet de comprendre cela. Dernier élément, ici on voit un brouillage des frontières entre éducation et sécurité. Seulement, en fait, ce brouillage est produit pour maintenir l'autonomie du ministère de l'Éducation nationale. Ce brouillage n'est pas synonyme de dédifférenciation, mais de tentative de maintenir une différenciation, une autonomie du ministère de l'Éducation nationale. Et je vais m'arrêter là. Merci. Alors, il y a un deuxième cas d'étude. Combien de temps vous nous donnez pour ce deuxième cas d'étude ? 5 minutes, très bien. Alors je vais essayer d'aller à l'essentiel. L'intérêt, vous l'aurez compris, c'est de comparer les perspectives et les échelles autour de la construction de ces politiques
autour de la guerre. Et donc, mon cas d'étude à moi porte sur le développement d'un nouvel instrument, d'une nouvelle modalité des conflits, ce qu'on appelle les SALA, soit les systèmes d'armes létaux autonomes. Alors, mon propos ne porte pas du tout sur ces systèmes d'armes eux-mêmes, la question technologique ou militaire ne m'intéresse pas du tout, mais mon travail consiste depuis quelques années à étudier les mobilisations contemporaines autour de la régulation de ces nouvelles armes ou ces armes en devenir. Alors, la question du fait de savoir si elles sont en devenir ou pas, je la laisse aux militaires. Et donc, la question qu'on peut se poser ici, c'est qui va participer à la construction d'une régulation et donc d'une politique liée à l'usage ou au non-usage des armes autonomes qu'on appelle, parfois dans un mouvement critique, les robots tueurs, pour être sûr que ça vous parle à tous. Alors, pour étudier ça, il y a une dynamique qui est assez intéressante, c'est que les discussions aujourd'hui, elles se passent dans le cadre d'un forum du désarmement onusien, qu'on appelle la Convention sur les armes classiques, à l'intérieur duquel, au détour des années 2013, a été créé un groupe d'experts intergouvernemental chargé de définir une politique et des propositions de politique pour gérer cette question des armes autonomes au niveau international. Alors, je vous passe tous les détails sur la genèse et le développement de ce cas, comment il arrive dans cette arène, en passant d'abord par un cadrage autour des droits de l'homme qui est ensuite récupéré par les États, qui impose une lecture autour du droit international humanitaire, autour de cette problématique, et donc qui transforme le problème en quelque sorte, pour arriver peut-être au point qui sera le plus en lien avec le colloque aujourd'hui, c'est que si on regarde le fonctionnement de ce groupe d'experts intergouvernemental, c'est qu'on voit qu'effectivement, dans cette arène, interviennent à la fois des acteurs étatiques, des militaires, des diplomates, mais aussi des représentants de la société civile, notamment des ONG de défense des droits de l'homme, spécialistes du désarmement, Human Rights Watch par exemple, spécialistes de ces questions. Mais on voit aussi intervenir, dans le cadre de ces discussions, des scientifiques, des chercheurs en informatique, spécialistes en intelligence artificielle, qui vont eux aussi participer au débat. Et on voit aussi intervenir, et c'était une question sous-jacente des discussions de ce matin, on voit aussi intervenir des travailleurs de ces grandes firmes de technologie que sont Google, Facebook, Amazon, qui eux aussi ont leur mot à dire dans ce forum sur faut-il développer ou faut-il interdire ces armes. Alors, je ne vais évidemment pas revenir sur le contenu ici des échanges, ce serait beaucoup trop précis, mais il est intéressant de noter que quand on regarde les discussions qui sont menées, au fond, chacun de ces acteurs avance avec des positions qu'on peut comprendre par leur appartenance à des espaces sociaux différents. Les membres de la société civile vont développer un langage autour de la morale, de l'humanitaire, parce qu'ils appartiennent finalement à ce champ assez spécifique. Les acteurs, notamment du champ militaire ou de la diplomatie, vont avoir un langage beaucoup plus technique, très centré sur le droit international humanitaire, puisque c'est la manière dont ils veulent cadrer cette perspective, mais aussi la manière dont ils procèdent en général pour discuter des questions de désarmement dans les enceintes internationales. De manière un peu contraire, on a les chercheurs spécialistes en informatique et en intelligence artificielle qui vont eux aussi, à l'intérieur du même forum, développer des positions qui sont plus morales, appuyées sur des savoirs techniques. Est-ce qu'on doit autoriser des algorithmes qu'on ne maîtrise pas, pour l'instant, pour tuer des militaires ou des civils? Donc on voit tout ce petit monde interagir à l'intérieur de ce forum, et ça de manière très concrète, il suffit d'y aller pour l'observer. Alors maintenant, en quoi c'est intéressant pour la discussion d'aujourd'hui? C'est intéressant parce que ça nous amène à constater que les États, la France, les États-Unis, Israël, des figures assez classiques sur des questions d'armement et de désarmement, ces États qu'on pourrait penser au cœur et comme seuls négociateurs de ces régulations sur les systèmes d'armes autonomes, ces États, au fond, lors de la rencontre entre ces espaces sociaux, entre ces différents acteurs, ces États sont obligés de tenir compte des positions d'autrui pour développer une politique internationale. Et c'est de la sorte qu'on voit, par exemple, se développer de nouvelles terminologies. On va différencier les armes autonomes des armes partiellement autonomes, justement pour tenir compte de la critique et désarmer la critique. De la même manière, on va essayer d'interdire certaines armes pour en autoriser d'autres. Ça nous permet de comprendre qu'au fond, les acteurs étatiques doivent tenir compte, au fond, des acteurs non étatiques dans la construction d'un modèle de régulation. Mais on peut constater aussi, au fond, que tous ces acteurs pris ensemble, que ce soit les États, les ONG ou les scientifiques, sont tous par ailleurs contraints par l'espace de négociation lui-même. Et ici, c'est assez intéressant de comprendre au fond que
le fait que ces discussions se passent dans un forum du désarmement, où le langage en vigueur est celui du droit international humanitaire, où les discussions sont cadrées comme des problématiques militaires, historiquement, va contraindre tous les acteurs à s'adapter aussi à cet espace de la négociation, et donc à amender leurs positions, leurs propositions, à partir justement à la fois de ce jeu et de la rencontre avec les autres agents et les autres espaces sociaux. Alors, qu'est-ce que ça nous permet d'observer au fond, pour élargir et terminer sur ce point? Ça nous permet d'observer à partir de ce cas, mais aussi du cas précédent, au fond, qu'il y a véritablement, quand on regarde le développement de ces politiques autour de la guerre et de la violence, il y a un poids des logiques sectorielles, qu'on a tendance à passer sous silence en se concentrant sur les acteurs régaliens, parce que c'est ce que, historiquement, il a été fait. On peut observer aussi, et c'est le dernier élément, qu'il y a bel et bien des effets de structure et des effets des institutions qui contraignent en partie les agents à se conformer aux pratiques en vigueur. Et très concrètement, pour finir sur ce point, si la position des États, de certains États, a pu être critiquée dans le forum que j'évoquais, parce que certains souhaitent ne pas interdire ces armes, eh bien la figure de l'État, en tant qu'échelon d'autorité, elle n'est pas critiquée, y compris par des acteurs non étatiques, qui ne critiquent pas l'État parce qu'ils ont au fond besoin de cette figure pour faire exister du droit international. Et ce faisant, on revient à l'introduction, ils ont tendance, par ce fait, à reproduire une certaine place, un certain rôle pour l'État, même si par ailleurs ils peuvent critiquer ce que fait l'État dans ces enceintes. Et je m'arrêterai là pour tenir le temps. Merci pour cet exposé. J'avais prématurément annoncé que le sujet n'était pas drôle. Finalement, il n'avait pas été si tragique que ça aurait pu l'être, mais en tout cas, c'était passionnant. C'était passionnant et à plusieurs titres, là aussi, on voit des échelles différentes. Donc, on l'a dit tout à l'heure, des espaces non territorialisés, mais d'un côté, lorsqu'on voit la lutte contre l'antiterrorisme en France, on a vu plusieurs espaces, au fond, au sein de l'État. Et là, on est de l'ordre de la souveraineté interne et il y a aussi une reconfiguration. Je vous poserai la question tout à l'heure, enfin, j'ai envie de la poser maintenant. C'est vrai que du coup, ça amène à une action interministérielle. Là, et c'est intéressant, vous avez vu essentiellement Premier ministre, ministre de l'Intérieur et ministère de l'Éducation. Par définition, bien sûr, il y aurait d'autres ministères, Affaires étrangères et les armées, mais bon, le sujet aurait été trop vaste. Mais déjà, avec cet exemple, on a vu comment s'organise l'interministériel au plus bas. Mais j'ai évidemment envie de demander, mais peut-être qu'on est obsédé certains ici, parce qu'on sort de beaucoup de travaux sur le SGDSN, le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Et là, effectivement, on voit comment, au sein de ce SGDSN, qui est un organe en principe technique, s'organise l'interministériel. Et c'est pas nouveau. C'est pas seulement en 2015, bien sûr. Mais voilà, ça va dans le prolongement de ça. Et là, du côté de la souveraineté externe, lorsqu'on voit la question des... Comment vous les appelez déjà? Les armes létales. Oui. Ça, c'est vraiment terrifiant. Parce que en dehors de votre sujet que vous avez traité, si j'ai bien compris, c'est tué par des robots. Donc on peut, dans un camp du moins, exclure la mort. Alors qu'est-ce que la guerre? C'est avant tout la mort, jusqu'à maintenant. La gestion de la mort. Le monopole de mettre en risque de mort ses propres citoyens. Et le monopole de dire c'est sur l'ennemi qu'il faut tirer, qu'il faut tuer. En principe, ce n'est pas d'autres gens que vous devez tuer. La mort est au centre de la guerre. Et là, tout d'un coup, on aurait une sorte de révolution anthropologique, si jamais on arrivait à ça. Bon, enfin bref, ça remet complètement en question la notion de souveraineté. Là, on est dans une notion de souveraineté complètement différente. Mais là, on a vu donc des espaces différents. Vous avez tous montré les espaces entre acteurs étatiques et non étatiques. Mais ce que j'ai trouvé passionnant, c'est comment cette reconfiguration se fait. Ça, c'est du classique. L'idée, contrairement à l'idée reçue, oui, les États ont besoin des acteurs non étatiques depuis une trentaine d'années. Il n'y a pas seulement concurrence, il y a complémentarité. C'est compliqué. Mais là, ce que vous montrez, c'est un autre espace, c'est l'espace de négociation. Ça, je trouvais ça passionnant. C'est comment tout se reconfigure, que ces mêmes acteurs étatiques et non étatiques n'auraient pas les mêmes relations si c'était hors de cet espace de négociation. Et là, vous montrez que ça donne une spécificité. Et là, je crois que c'est une idée à creuser. Nous passons à l'exposé de
Félix Boulanger, qui va venir ici. Et là, nous allons être dramatiquement, mais là, tragiquement, dans l'actualité. Bien, merci Monsieur le Président. Je voudrais remercier également Yann Richard pour l'organisation de ce colloque, de m'avoir invité à participer à cette session qui s'intitule « Espace et souveraineté » en particulier, qui m'amène à aborder un exemple justement d'un type d'espace qui est le milieu urbain. Le milieu urbain qui a toujours été évité dans la pensée militaire et qui, depuis les années 2000, fait l'objet de très nombreux travaux, de nombreuses doctrines, montrant bien que le milieu urbain et la ville sont un espace en cours d'appropriation, enjeu de souveraineté pour les armées nationales. Il y a besoin de maîtriser le territoire, de se l'approprier. Le terme a été employé tout à l'heure par l'un de mes collègues durant la discussion. C'est une vraie problématique géopolitique et aussi de géographie militaire. Il y a des géographes militaires qui s'intéressent justement à la manière de connaître et de s'approprier le milieu urbain. Alors c'est un milieu urbain qui occupe une place centrale dans la pensée militaire occidentale, mais comme d'autres types d'espaces. Demain matin, il sera question de l'espace extra-atmosphérique. Anne Morin, en thèse de doctorat, travaille sur ce sujet à propos de la Russie. Le général Friedling, le général Tisser pour l'espace numérique. Le milieu urbain, qui est pourtant un milieu que nous connaissons tous, est un milieu qui suscite beaucoup d'interrogations, mais également de méconnaissances, d'où en fait un certain nombre de travaux, mais pas si nombreux que cela dit, menés par des chercheurs comme par des spécialistes militaires. Le génie, l'école du génie d'Angers, a organisé un colloque sur ce thème au mois de novembre dernier pour comprendre comment maîtriser justement cet espace. Et quand on regarde également cette infographie du chef d'état-major des armées d'octobre 2021, on voit l'importance de l'imbrication de ces espaces, de ces milieux géographiques, et en particulier de l'espace urbain que vous voyez ici. C'est l'un des enjeux actuels, c'est de comprendre le combat multi-domaine, multi-milieu, ou comment les armées nationales doivent s'imposer, s'approprier tous les milieux à la fois, dont l'espace urbain. Alors, je rappellerai naturellement que c'est un espace incertain dans la pensée militaire occidentale. Il faut l'éviter, c'est ce que l'on apprend dans tous les grands livres de stratégie depuis l'Antiquité. Vous avez tous lu Sun Tse, l'art de la guerre, il vaut mieux éviter de se battre en ville. C'est intéressant de noter, entre autres exemples, faute de temps, c'est que le règlement d'infanterie de l'armée française de 1904 ne précise rien sur le milieu urbain, par exemple, et qu'il faut attendre dans la pensée militaire occidentale, les années 70, pour avoir les premiers textes qui reconnaissent en fait ce qui existe dans la réalité, l'appropriation de l'espace urbain. Donc en France, 1975, premier texte militaire sur la ville, les zones urbaines. Le corps des marines, c'est 1978. Et là, on prend conscience qu'il y a un besoin de maîtriser cet espace hors de contrôle. Se battre en ville jusqu'à la fin de la guerre froide, c'est en fait se battre dans une situation non contrôlée. Il faut donc s'approprier le milieu, il faut savoir réagir correctement, ce qui amène à nouvelles réflexions à partir des années 2000. Années 70, prise de conscience dans la pensée militaire occidentale. Années 2000, création de son entraînement, de renouvellement des doctrines. L'armée française a renouvelé sa doctrine dans le TTA 980 de 2005, qui précise bien comment s'approprier le théâtre urbain. Et on a de nouveaux principes. Alors, je n'ai pas le temps de tous les décrire, mais c'est le principe de la connaissance du terrain qui reste fondamental. Ce n'est pas anodin qu'on envoie les géographes militaires à Mitrovica au début des années 2000 pour cartographier les maisons en fonction de l'appartenance religieuse des habitants de cette ville du nord du Kosovo. C'est également la dimension interarmes et interarmée qui devient essentielle. C'est également l'idée que le militaire, dans une situation qui est hors de contrôle la plupart du temps, doit mener plusieurs actions sur un même théâtre, dans une même ville. C'est ce que l'on a appelé la guerre des trois quartiers, mais ça nous vient de la pensée militaire américaine. Ça a été repris par la pensée militaire française. Il faut pouvoir mener des combats, des opérations de coercition, des actions de protection de la population et puis, dans d'autres cas, apporter de l'assistance et de la protection. Donc il y a plusieurs types d'actions que l'on peut mettre en évidence. C'est ce que l'on a appelé la guerre des trois quartiers. À un moment, dans les années 2000 en particulier, il n'y a plus de grandes guerres conventionnelles d'État à État. Alors, si ce phénomène est si important, c'est que, en fait, nous savons depuis le milieu des années 2000, à peu près la même période, qu'un habitant sur deux sur la planète vit en ville.
En 2007, c'est plus de 50%. Aujourd'hui, on est à peu près à 54%. Les pronostics annoncent une augmentation croissante pour 2050-2070. Et cela pose un problème pour les armées. Comment rester souverain au sein de cet espace pour maîtriser l'espace, se l'approprier dans des situations non contrôlées en quelque sorte. D'où en fait cette idée de maîtriser l'espace urbain dans toutes ses dimensions. Et en fait, il y a 3 dimensions. Alors, c'est un petit peu moins pratique le PPT. J'avance un tout petit peu. Il y a le besoin de connaître l'urbanisme naturellement, mais surtout de redécouvrir cet espace asymétrique, de guerre asymétrique, à partir des années 2000. Il y a donc l'adaptation au milieu physique. L'adaptation au milieu physique, c'est un espace tridimensionnel. Excusez-moi si... voilà, c'est un petit peu plus facile comme ça. C'est un espace tridimensionnel qui se compose donc de la surface du sol, de l'espace vertical et puis de l'espace souterrain. Ces éléments sont pris en compte dans toutes les doctrines. S'approprier l'espace physique et en particulier, comme vous le voyez là sur cette infographie, la doctrine du corps des Marines de 2018, on voit l'importance de maîtriser les réseaux souterrains, les parkings, etc. Il y a également l'importance de maîtriser la verticalité. Donc il y a des textes militaires qui nous expliquent comment le sniper doit se placer dans les immeubles. Il ne faut surtout pas être au dernier étage, par exemple des bâtiments, contrairement à ce que l'on peut voir dans certaines productions cinématographiques. Il y a bien sûr l'importance d'avancer, de maîtriser la surface du sol, et notamment par les armes blindées. Alors ça amène à 3 grandes constatations concernant l'espace physique. Le premier est lié à la contrainte de la mobilité. Les espaces urbains sont caractérisés par des ruines. C'est ce que nous rappellent en fait toutes les grandes doctrines occidentales. On le voit à Grozny durant les 2 guerres des années 90, début années 2000. On le voit également plus récemment à Mariupol, où la ville est un espace de ruines, où la mobilité est extrêmement difficile. L'appropriation territoriale, deuxième élément, est également différenciée. Je pourrais vous remontrer différents schémas. Il y en a un certain nombre produits dans les différentes doctrines où on nous explique qu'on ne peut pas concevoir la ville de manière homogène, que les quartiers se divisent non pas en fonction des populations, mais des actions à mener. Troisième élément, c'est l'intégration également des risques sanitaires, risques technologiques, risques naturels. Et le plus préoccupant dans les doctrines militaires est lié en fait au terrorisme nucléaire. Donc ça, ce sont des caractéristiques liées à l'environnement physique. Il y en a d'autres qui sont liées à l'environnement humain. La connaissance des sociétés est un phénomène qui n'est pas si ancien, qui n'est pas si évident. Il faut attendre les années 2000 pour voir les pensées militaires occidentales avoir des considérations sur les sociétés. Donc ça correspond à la guerre d'Irak, la guerre d'Afghanistan, la guerre de contre-insurrection. Et la ville devient justement ce lieu de la guerre de contre-insurrection. La violence est multiforme, l'ennemi est protéiforme. Il faut donc pouvoir le connaître, mieux le connaître, le cartographier. Il y a donc des programmes de connaissance des sociétés humaines lancés par l'armée américaine. C'est les Human Terrain Systems entre 2004 et 2014 qui consistent justement à envoyer des géographes, des anthropologues, des sociologues en Irak et en Afghanistan pour connaître ces sociétés. Alors il y a 2 grands acteurs, il y a beaucoup à dire, donc je vais au plus vite, au plus simple. La population civile, qui est un acteur incontournable. Le général Vincent Desportes, en 2007, l'avait bien rappelé. On se bat au milieu des populations. On ne peut plus passer outre justement ces différents acteurs qui créent une gêne majeure, qui est fondue dans un tout extrêmement complexe à cartographier. Les adversaires en profitent par ailleurs. C'est justement le deuxième type d'acteur que l'on voit bien dessiné dans les doctrines militaires. L'adversaire qui est fugace, qui est ingénieux, qui est renseigné, protéiforme. On a parlé d'acteurs non étatiques tout à l'heure. Eh bien, ce sont quelques aspects ici que je souligne. Ce qui fait que la pensée militaire occidentale s'interroge beaucoup sur la manière de prendre en compte tous ces types d'acteurs et notamment de protéger les populations avec des schémas souvent complexes pour expliquer en fait qu'il faut mener des opérations de paix, assurer la stabilité et rétablir des normes.
Troisième élément caractéristique du milieu urbain que l'on redécouvre d'une certaine manière, et cela depuis quelques années seulement, c'est la donnée numérique proprement dite. Encore un colloque de l'IFRI auquel je participais en 2016 sur le thème de la ville justement et des armées. Il n'a jamais été question véritablement d'aborder la gestion de la donnée, la smart city, comme on le dit aujourd'hui, c'est-à-dire la ville connectée qui permet de procéder à une gestion rationnelle des flux. Hein. Donc dans tous les continents, il y a ce type de situation. À Kansas City, au Kenya, par exemple, on pourrait parler de Masdar aux portes d'Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Tous les continents à plusieurs smart cities, ce qui amène le militaire à s'interroger sur la gestion de la donnée, sur la manière de manœuvrer dans ce type d'espace qui n'est plus simplement physique, mais qui est également immatériel. Alors, bien sûr qu'il y a beaucoup à dire pour ce type de domaine, mais tout ce que je pourrais dire pour terminer sur cette deuxième partie, c'est d'abord que c'est un phénomène relativement récent, la prise en compte de la donnée numérique, que ce n'est pas encore abouti, il n'y a pas une pensée véritablement aboutie en la matière, donc l'appropriation n'est pas certaine. Il y a la question de l'approvisionnement d'électricité qui se pose en temps de guerre dans une ville, les réseaux sont coupés. On a bien vu pour l'Ukraine qu'en fait on pouvait continuer à recevoir des données par des satellites qui soutenaient la résistance ukrainienne. Donc tout est possible finalement, même si le phénomène est relativement récent et n'est pas forcément très très bien connu de manière officielle. Et je terminerai par souligner ce défi de la souveraineté pour les armées nationales. C'est un enjeu majeur. Certes, la haute mer ou l'espace extra-atmosphérique sont d'autres milieux extrêmement importants pour les militaires, mais la ville est un espace majeur dans notre civilisation mondiale. Tous les rapports le soulignent. Il y aura près de 7 milliards de citadins dans le monde vers 2100. Donc on voit bien que la croissance des statistiques montre bien que c'est un milieu qu'on ne peut pas passer outre, ce qui amène à concevoir l'avenir en termes d'enjeux stratégiques. Les doctrines militaires nous rappellent que jusqu'à une date récente, c'est-à-dire 2022, toutes les opérations sont menées en situation asymétrique, armée conventionnelle contre acteurs non étatiques, et qu'il faut pouvoir s'adapter face à de nouvelles contraintes. Alors, entre autres solutions à apporter, c'est le cas par exemple de la connaissance, et notamment se développe dans toutes les armées nationales le GeoInt, le Geospatial Intelligence, qui est la fusion de données géolocalisées. Autrement dit, c'est connaître son environnement, sa population, pour mieux manœuvrer, procéder les opérations par la suite. Mais je terminerai par cet élément, c'est le retour du combat urbain également dans la guerre conventionnelle, et la guerre d'Ukraine le montre bien. Les grands spécialistes le disaient déjà, la guerre urbaine est inévitable, et l'on découvre en fait que la guerre urbaine doit être repensée, doit être réexaminée, et ce qui est intéressant de noter, c'est que les Russes appliquent une doctrine qui avait été appliquée en Tchétchénie selon les principes du général russe Tourpov-Alikemov. Le corps des Marines s'en est inspiré pour définir sa doctrine du combat urbain. L'armée française en a été influencée, et aujourd'hui, en Ukraine, on prend conscience que les objectifs géographiques sont des villes et que la doctrine appliquée est celle que l'armée russe avait déjà dans les années 90, début années 2000. Donc ça amène à nous interroger, entre autres, sur le retour de la guerre souterraine, parce que les bombardements aériens amènent les populations et les soldats à se protéger dans les souterrains. C'est un type d'appropriation de l'espace. Et puis, je rappellerai également l'importance de la ville, mais qui, comme on le voit aujourd'hui dans la stratégie russe, n'a conduit à la prise que de 2 villes sur un vaste réseau urbain. Donc pour terminer, en conclusion, on sait que c'est un milieu d'appropriation essentiel pour les militaires. La population sera de plus en plus urbaine. La connaissance du territoire, c'est le propre du géographe, est essentielle avant de procéder à toute manœuvre. Et puis enfin, la guerre pour et par la ville et contre les villes est inévitable, comme on le voit malheureusement aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci Philippe Boulanger. J'ai oublié de dire que Philippe Boulanger était professeur à Sorbonne Université, mais en fait tout le monde le sait. C'est étonnant que les vraies études sur la guerre urbaine commencent, si j'ai bien compris, dans les années 70, parce qu'il y avait quand même avant Stalingrad,
il y avait l'insurrection de Varsovie, ou les deux insurrections de Varsovie, celle de 1943, le ghetto, et l'autre en 1944. Le hasard fait que je suis en train de lire un manuscrit de Georges Rensky, qui est mort en 2017, qui est un grand fonctionnaire européen qui a fait sa carrière aux côtés de Siko Mansholt, sauf qu'il est polonais et que pendant la guerre, il était à Varsovie. Et il raconte au jour le jour la guerre urbaine pendant cette insurrection de Varsovie. Et j'ai retrouvé les trois dimensions dont vous parlez. Il en parle explicitement, hein, la surface, la verticalité, et bien sûr les réseaux souterrains de Varsovie, c'est assez fascinant. Bien, à vous maintenant. Vous dites qu'il y a continuité entre la guerre urbaine en Ukraine et la guerre à Grozny en Tchétchénie. Mais vous dites dans vos résumés que Tourpal Ali Karmov, conseiller spécial du président Doudaev de 1991 à 1996, pensait que l'un des aspects essentiels est de ne pas détruire, mais de neutraliser l'adversaire. Alors j'ai l'impression que c'est tout le contraire. Là, on détruit. Enfin, quand je dis on, ce sont les Russes. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Donc, vous avez passé, M. Demers, vous allez nous parler donc de sécurité maritime. Sécurité maritime, on passe de la ville à la mer, ces espaces infinis dont parlait Philippe Boulanger tout à l'heure. Ça m'a l'air bon. Bonjour, merci beaucoup de me donner l'opportunité de venir présenter mes travaux aujourd'hui. Donc, comme affiché à l'écran, ouais, c'est bon, ça fonctionne. Je suis agrégé et doctorant en géographie. Je suis en train de terminer ma thèse. J'ai terminé ma thèse sur la construction régionale de la sécurité maritime. Et je suis très heureux de pouvoir intervenir aujourd'hui dans le cadre de ce colloque étudiant la dialectique entre guerre et souveraineté, que je me propose justement d'étudier aujourd'hui selon le prisme maritime. Un prisme qui est étonnamment très peu étudié, y compris par les géographes, alors que le milieu maritime représente les 2/3 de la surface du globe. Donc on va voir dans cette très brève présentation comment est-ce que la sécurité maritime induit une certaine transformation des pratiques de gouvernement en matière de sécurité. Alors là je vais essentiellement m'appuyer sur une étude des cas, une étude de cas, ça sera plus clair pour tout le monde. Ce que je vous propose de faire, c'est de vous emmener sur mon terrain que j'ai qualifié d'espace interaméricain. Ça va beaucoup plus loin que la dimension traditionnelle de espace Caraïbes, espace Grande Caraïbes, etc. Cet espace interaméricain, il est grosso modo composé d'une immense interface entre deux continents, qui est l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, mais également entre deux océans, qui est l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. C'est un carrefour majeur de l'activité maritime mondiale, c'est un carrefour majeur de la mondialisation, mais c'est également un carrefour majeur de menaces et aussi de risques, mais là on va aborder que les menaces transnationales. Parmi ces, qui génèrent des enjeux de sécurité maritime. Parmi eux, on parle dans cette région de lutte contre les activités de pêche illégale, de trafic d'armes, de trafic d'êtres humains. On parle de plus en plus de risques de terrorisme maritime. On parle de plus en plus de piraterie, de brigandage. Mais là, ce qui va m'intéresser, parce que j'ai que quelques instants, c'est essentiellement les trafics de drogue, le narcotrafic en mer. Il faut savoir que la lutte contre ces différentes menaces que je viens de citer, et en particulier les menaces de lutte donc, contre le narcotrafic, a pris un caractère militaire depuis un demi-siècle. Il faut savoir que ce narcotrafic il s'exprime essentiellement en mer. 93% des flux illicites de stupéfiants dans cet espace transitent par voie maritime. Or, le problème, c'est que cet espace, il est justement pulvérisé par la géographie, l'histoire aussi, bien sûr, pour reprendre l'expression de Jean-Claude Maillard. Il est pulvérisé en 45 États ou territoires sous tutelle qui morcellent cet espace maritime en 98 frontières et délimitations territoriales, ce qui en fait à ce titre l'espace maritime de très loin le plus fragmenté au monde. Or, le problème, c'est que cette hyper-fragmentation politique, juridique, elle induit de nombreuses discontinuités, des effets de seuil, qui, on va le voir, sont autant de facteurs de vulnérabilité pour lutter contre ces menaces transnationales. Donc, à cet égard, je me propose de vous présenter très rapidement dans cette communication. Je vous propose d'interroger les processus d'intégration régionale mis en œuvre par les acteurs de la sécurité maritime en faisant appel à deux lectures combinées, celle des sciences politiques et celle de la géographie, ce qui va donc nous conduire à nous poser la question de savoir dans quelle mesure cette approche transdisciplinaire permet d'aborder sous un œil nouveau les réflexions portant sur la souveraineté des États sur les espaces maritimes dans un contexte d'intégration. En deux mots, ma méthodologie, elle s'est appuyée sur 98 entretiens et 9 observations de terrain qui ont été conduites dans des services de renseignement
d'éloignement qui ont été conduites à bord de bâtiments militaires. J'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir participer à des opérations militaires en mer, à des exercices. J'ai pu assister également à beaucoup de travaux en ministère des Affaires étrangères, ministère des Armées, pardon, dans différents États. Donc, ça nous conduit à nous poser la question de savoir, d'interroger ce concept d'intégration régionale. L'intégration régionale, c'est un concept qui a été très étudié, notamment par les sciences politiques. Et celle qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est l'approche en particulier constructiviste qui se propose d'étudier par l'analyse du discours comment est-ce qu'on peut construire socialement une communauté d'acteurs autour d'enjeux qui sont perçus comme communs. Alors dans cet espace, pour ne parler que du narcotrafic, cette menace du narcotrafic, elle a été érigée en menace pour la sécurité nationale de nombreux États, à commencer par les États-Unis en 1971 avec la déclaration de la guerre contre la drogue. On rejoint la thématique de ce colloque, la guerre contre la drogue par le président Richard Nixon, qui va petit à petit percoler et se diffuser sur l'ensemble de cet espace où, je ne rentre pas dans les détails, mais aujourd'hui, la quasi-totalité des États qui composent cette région considèrent aujourd'hui le narcotrafic comme étant la principale menace contre leur sécurité nationale, avec aussi les catastrophes naturelles. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette menace, comme je l'avais commencé à l'évoquer tout à l'heure, elle va basculer en mer vers la fin des années 80, 90 et surtout 2000. Alors pourquoi est-ce qu'elle bascule en mer ? Pour deux raisons. D'abord parce que le vecteur maritime permet d'emporter beaucoup plus de marchandises, si on peut appeler ça des marchandises, sur des différents types de navires. Et d'autre part parce que le vecteur maritime va permettre de contourner va plutôt profiter des carences navales, capacitaires des différents États de la région. Or, ce faisant, comme on le voit rapidement sur ces documents, on a d'abord des flux qui vont être totalement régionalisés, c'est-à-dire qui vont vraiment placer l'ensemble des États de la région dans une forme de communauté de destin face à cette menace. Et d'autre part, on va avoir à faire face à des réseaux très puissants, très militarisés, avec beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, et comme on le voit sur la photo aussi, beaucoup d'inventivité, puisqu'ils se mettent aujourd'hui à fabriquer des sous-marins dans la jungle, en faisant appel à des techniciens qui viennent d'Europe de l'Est, qui viennent des États-Unis, etc. Donc, pour mener des politiques de sécurité face à cette menace, on questionne la maille nationale. Parce que le problème d'un État, c'est qu'il va pouvoir intervenir pour pouvoir lutter contre ces trafics essentiellement sur le territoire ou les espaces maritimes sur lesquels il a la souveraineté. Or, le problème, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, cet espace maritime, il est hyper fragmenté. Et les différentes conventions internationales, la Convention internationale du droit de la mer de Montego Bay, et des conventions aussi thématiques, comme celle de la Convention de Vienne sur la lutte contre le narcotrafic, elles vont ériger des règles qui vont mettre en place une souveraineté des États sur des espaces maritimes. Le problème, c'est que cette souveraineté des États, le gradient de souveraineté des États, va se dégrader à mesure que l'on s'éloigne de la côte. Donc le gradient de souveraineté de l'État est inversement proportionnel à l'éloignement de la côte. Donc dit autrement, un État, plus il va intervenir loin de ses côtes, moins il va avoir de capacité juridique, je ne parle même pas de capacité technique, de pouvoir intervenir sur un navire suspecté, par exemple, de narcotrafic. Pour illustrer ça, deux exemples très très rapides. Au-delà des eaux territoriales, un navire qui est suspecté de transporter de la cocaïne, par exemple, dans ses soutes, et qui bat pavillon d'un État A, s'il croise dans les eaux d'un État B, dans les zones économiques exclusives d'un État B, cet État B ne peut intervenir sur ce bateau qu'avec l'accord du pavillon du navire en question. Donc ça contraint considérablement les capacités des marines, quand elles en ont les moyens techniques, d'intervenir sur ces bâtiments. Deuxième problème, quand on se trouve dans les eaux territoriales, un Go Fast par exemple, qui traverse à toute vitesse les eaux territoriales du Nil, des Caraïbes par exemple, on peut intervenir, quel que soit le pavillon de ce bâtiment, quand il a un pavillon. Le problème, c'est que la configuration géographique de cet espace fait que les narcotrafiquants profitent de ce que l'on appelle des sauts de juridiction, c'est-à-dire qu'ils passent très rapidement d'eau territoriale à d'autres, de manière à empêcher le droit de poursuite, de manière à empêcher les marines nationales de venir intercepter ces bateaux. Donc, pour lutter contre ces réseaux, on a construit des réseaux. Je reprends l'expression d'un officier général jamaïcain que j'ai interrogé il y a quelques années, mais qui est une expression qui est très reprise dans la région aujourd'hui.
Alors, construire des réseaux, c'est-à-dire, on a érigé, selon le prisme des sciences politiques, on a, par des actions conscientes et planifiées, on a instauré une intégration régionale qui, selon le prisme des sciences politiques, se manifeste par l'édification de mécanismes institutionnels supranationaux, donc des instances de coopération, des instances de dialogue, des instances de formation, pas seulement les États, mais aussi des organisations internationales, comme l'UNODC, par exemple. Je n'ai pas malheureusement le temps de les détailler, mais c'est... Pardon. Voilà, je n'ai pas le temps de les détailler, mais ces organismes supranationaux, ils sont censés favoriser, fluidifier le partage de renseignements, uniformiser les méthodes d'action, etc., etc. On va également déployer un grand nombre d'accords bilatéraux, d'accords multilatéraux. Sauf que le géographe que je suis va aussi se poser la question de savoir quels sont les effets géographiques de cette intégration régionale. Parce que pour un géographe, lui, quand il s'intéresse à l'intégration régionale, il va observer le développement de pratiques politiques à un niveau régional. Autrement dit, il concentre son observation sur l'étude de la création, de l'accroissement, de l'approfondissement d'interactions entre unités territoriales initialement distinctes, mais contiguës. Les observations de terrain permettent effectivement de constater qu'il y a une géographie de la coopération multilatérale qui se développe, il y a une réalité des interactions. J'accélère. Cette réalité des interactions, elle contribue à faire émerger un espace régional, à partager de la souveraineté sur des espaces maritimes, concrètement, par exemple, par la signature d'accords comme celui-ci, celui qui est figuré en haut à gauche, l'accord dit d'Aruba ou de San José, qui permet, par exemple, aux États signataires de cet accord d'aller intervenir dans les eaux territoriales d'un autre État sous certaines conditions. Donc ça permet de défragmenter, si vous voulez, l'espace maritime. Et concrètement, si on représente ça par un schéma, donc je vais vous demander de regarder le schéma C qui se trouve ici, on a la création, donc c'est le trait noir, d'un accord régional qui dit, bon ben voilà, au sein de cet accord, au sein de cette zone, on coopère, et effectivement, c'est la flèche centrale, la coopération est tellement efficace qu'elle conduit à un effacement progressif de ce que l'on appelle des effets frontières, une atténuation des effets frontières. Les géographes parlent aussi pas mal de défonctionnalisation de la frontière. Elle n'est plus finalement quelque chose qu'on peut franchir facilement puisqu'il y a des accords qui permettent une automaticité du franchissement. Seulement, dans la pratique, ce que l'on voit aussi, j'ai terminé, pardon, c'est qu'il y a des dysfonctionnements, il y a des États qui signent ces accords et qui finalement se rétractent sous la pression de leur opinion publique parce qu'il y a une volonté de ne pas céder de la souveraineté sur les espaces maritimes. C'est le cas par exemple de la Jamaïque avec des accords qu'elle a signés notamment avec les États-Unis. Le Panama qui avait signé des accords et qui finalement ne les a jamais appliqués parce qu'il y a non seulement une crainte de voir des marines étrangères intervenir dans ces eaux, mais également une crainte de voir des marines étrangères intervenir sur des bateaux qui battent pavillon panaméen, donc il y a derrière un argument commercial. Bref, une intégration régionale qui demeure au sens de la géographie, qui demeure incomplète. En tout cas, pour conclure, une transnationalité des menaces qui conduit bien à un dépassement de la maille nationale, parce qu'on ne peut pas faire autrement, ce qui conduit à un certain partage de souveraineté sur les espaces maritimes, mais le réflexe souverain demeure prégnant. Et tout ça pour dire que finalement, on assiste, dans le cas de la lutte contre ce type de menaces, à un redéploiement de la place de l'État qui demeure toutefois systématiquement au centre des processus décisionnels. Je vous remercie. Un grand merci. Je crois que les choses avancent et d'une façon extrêmement intéressante avec tous les paradoxes, c'est-à-dire comment il y a territorialisation de souveraineté partagée qui du coup apporte le contraire, c'est-à-dire un certain effacement des frontières. Donc une sorte de dialectique territorialisation, déterritorialisation. Merci à vous. Donc maintenant, je voudrais remercier particulièrement Grzegorz Szmulek, qui nous vient de Cracovie, qui a bien voulu se déplacer. Il est donc de l'université Jagiellon de Cracovie et il va nous parler donc derrière les lignes ennemies, les bases militaires de l'OTAN dans les pays de l'Est et la question de la souveraineté, dimension locale et globale. À vous. Okay, so yeah, I would like to show you today what is behind the enemy lines, because probably since February 22nd, all your eyes were looking into the Polish, Ukrainian, Belarusian area, because unfortunately
one of the biggest countries, or the biggest country territorially, decided to denazify another one, which from our point of view as a NATO, Poland, or probably France as well, is a little bit different. So I would like to show you that, that the point of view is a little bit different. So a few words about me, that I made a PhD studies in doctoral school in Krakow. I also worked there as a specialist in organization promotion, so I'm responsible for many events as well, of many conferences. If I will organize any, I will of course invite you. And I'm also a postgraduate student in War Studies Academy in Warsaw. I studied international military relation. As I said, I'm Polish. I'm still, as you can see, young, and I'm really curious what will be in future. And let me introduce you the presentation plan. So 5 things, like 5 fingers in the hand. There is famous Polish series and about the tank crew, and they they always used to say, we are open for the friends and closed for the enemies like a hand. So I just want to make this metaphor to show you few points of the military bases. So let's start from the global point of view. This is a map showed US military bases abroad. As you can imagine, there are more than 800 official. Unofficial, probably it's double or even more. And on the map shows only the permanent residency of the soldiers. Of course, there is also Poland, because we have more than 11 or 12 facilities in Poland, military bases, but none of them is permanent, which is important from the geographical point of view, because their impact is totally different, like from in Ramstein in Germany, in Vicenza in Italy, because they are not military bases with families of soldiers around. They are not schools for the children of US or NATO soldiers. They change. They keep the units. They change every every 6 months or 9 months, which is really important, because for the local people it's really important or really hard to get any links with them. And my research focus on Eastern Europe, focus on Poland, because this presence is similar there. So there are not so many permanent bases, permanent stations. I mean, they are all the time. We have the military bases since 2017. One is from 2011, the anti-missile base. And we have also the NATO international groups. As you can see, in Poland, we have one in this small city, which is really easy to pronounce, Orzysz. So the eastern flank of NATO, it's really the front line now. Unfortunately, I don't want to say this is a front line with Ukraine, no. But as Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, or Romania, Bulgaria, we have our land or the sea border with Russia, and nobody will say, even Pope, that Russia is the enemy. But from our point of view, as a military alliance, the eastern side is the enemy side. So, as you can see, we have occasion to talk about the global phenomena, because it's one of the biggest companies in the world, like Amazon, like probably other companies. They just want to have some income, but also NATO, United States, the American Army is one of the biggest company in the world. So in Poland, you can see that we have military bases located mostly in the northern and western part, which is kind of funny, because as I told you, the enemy is on the eastern side. But I'm a geographer, I understand that maybe not everyone in US Army knows the map. So they're located in the northern and western side, and you can see here that military bases, they are located in different places. They are, of course, located there strategically. And on the left side, you can see by the flags, they are mostly 3,500 American soldiers and 1,500 NATO soldiers, which concern British
and Romanian troops. And on the other map, you can see more detailed one. And I just lied. I just said something which is not true. Because I told you there are two maps shows American presence in Poland, but it's not. The map on the left is true because you see the flags, Americans, British, English. But on the left side, this is a map of Soviet army bases in Poland until 1989. And as you can see, most of the infrastructure which was used by the Soviets, by the Russian army, Soviet army, sorry, it's used now by the Americans because, of course, it's easy. There are polygons, there are places easy to use for them. But the point of view which I want to show you, that I don't know if you are familiar with that, but Soviet army was not only Russians. There are Kazakhs, Kyrgyz people from Georgia, Armenia, because they were sent here because the best way for a soldier was to don't know the area around, to don't have the communication. And as my mother, my family used to tell me the stories, because I also my family is living next to one of the bases. Of course, there were some trades, they exchanged goods, you know, Polish vodka and kielbasa, the sausage is one of the best. And they give us some other goods like benzene, petrol, and so on. So the people which has the opportunity is maybe not the best word, but they were forced to live next to the Soviet bases. Some of them, older of course, after the short break, they are living now next to the American and NATO bases, so they have some kind of experience in that matter. I'm talking about that because this is also part of my research problem, which I want to concern in my PhD thesis. So the impact of foreign military presence on local communities, because it's really hard to say what is the link, the civil and military relation between the army members, which are for a few months in the localization, like Poland or other Eastern country, and the local community. I analyzed so many international and Polish documents there, and by the law, of course, the government and the regional governments, they should support the local municipalities to live next to the American or NATO army. And I made some interviews. I went to the area around the bases, and 90% of people at representation of administration said nobody prepared them. They just said, tomorrow, if you have for example, if there is a municipality, 1,000 people lives there, so in one day, there was the number of the people was doubled. So imagine you have to prepare all the infrastructure. You have to provide the water, internet, supplies, everything. And of course, part of them, they are guaranteed by the US. But as a host nation country, so they give us security on the national, international level, but on the local level, we have to give to the American or NATO army also some goods. But who is paying for that? Of course, not the governmental side in most of the cases. So I have some research questions. So what are the economic, social, and also environmental effects of the presence of the troops in the selected area? What are the social attitudes of the local communities towards the other troops? And what are the factors that makes this influence different in different direction in the area? So based on the pilot studies I made last year, as I told you, I was in this area that these soldiers are located, and I made more than 50 interviews with the representation of administration, local leaders, and so on. So the situation is really different depending on the place. You can imagine there is one military base, 1,500 soldiers, which is located on the border of two municipalities. And one have the biggest military picnic and the events in Poland, so they gain a lot of incomes and money. But the other one is providing the goods and supplies. So there is one base, but there are so many different points of view because it was, like we call it in Poland,
we call it like free American moves. So do what you want, yeah? Nobody prepared you for that, so just do what you want. And after a few years, of course, we can observe some impact of the military presence, but there were also some feelings about that. Before the Americans or NATO came, the local people, they started, you know, buying flats because there will be so many Americans, so we'll have money, we'll rent them the flats. So you can imagine there are small cities that the prices for the flat are, for example, the same like in Paris, or maybe not Paris, sorry, not Warsaw, like capital city. There are other effects of this presence, but why I'm talking all the time about the local leaders, local municipalities, and so on? Because what I realized after those pilot studies and my beginning of this scientific adventure is that they have the same power like an armies. Because one of the most important things for every army is to know the area and the people that they are stationing around, yeah? So if the municipalities, they are not really satisfied, they of course publish so many things in internet, in Facebook and so on, but if they are really happy, of course there's some kind of marketing, they also do that. I mean, every single person from the village like Orzisz or I don't know, in the middle of nowhere village can have a voice. So can have show and also can invite the other side, I mean the enemy, to use that to make the, you know, fake or not fake character of atmosphere around the base. And I asked also the municipalities in the, like the mayors, so what about the security, if you feel better about that? They said, of course we feel, because there is a NATO army, but you know, since they are here, we have like double, triple, or even more cyber attacks. Because, of course, someone is really interested in that matter. I would like to show you some pictures, maybe not interesting from the first point of view, but imagine that you have village like 500 people, or I know it's not maybe in the village, but really small municipalities, as I told you, in the middle of nowhere, because Soviets created the areas for militaries that were really secret. Of course, the local people, they knew where are they. But this is something really, really amazing for locals. Like they started to create new businesses, like taxis, like restaurants, like people from biggest cities. They are starting to coming to small village because there is the best burger and pizza in whole area. So the geographical directions of movement of like the short immigration even started to change, and this is it also have impact on the general or global regional picture of the armies in the area. So just to show you a few examples that I'm not talking about something what I found in my pocket, there is many of the positive aspects of their presence there, but trust me, and also this is role of the media. You can find most of the examples that show that Americans, this is another, for example, that this is another day that Americans, they kick someone on the road because they use like the double size trucks or equipment, that they have, again, some fights, they had some fights in local bar, and so on and so on. So this is really important on the local scale, on the regional scale, to make their presence there in good quality, but there are still some problems. Even there are a few lawyers here from the law point of view. So if somebody made some crime, so what is happening? And I asked to one of the translators which I was talking, and I checked the law. By the law, he should be, you know, there should be a case in the court in Poland, then shifted to United States and so on. But he told me 90% they just clear the situation. I mean, clear, you know, under the table. And the second day, if you ask about this soldier, he's already in United States. And the problem is, it's not only the point of some crimes, but also first place I came to visit, I've seen small children, which their color of the skin was
different than Polish citizens, because also there are some beautiful stories in there. But the problem is if any American child is not born in the child's land, it's not American. So there are so many families, so pathologies in the future probably. So you can see that the impact of the presence of some armies is not only now, today or tomorrow, it will be in the future. And here is going slowly to the end. I also show you that we don't need to have American or NATO army, because we can attack anyone by misunderstanding anyway, as you can see, Czech Republic. We love Czechs, but really we always had some stories with them. Okay, so going to the conclusions. Sorry. The local societies, I believe they have really big power, as maybe not as they don't have tanks and so on, but probably you have seen the pictures that the tractor guys, they were stolen tanks in Ukraine, and of course this is some kind of funny but also sad. But it shows also that they know, like let's say the normal people in every small village in Poland, other place, they have some force, and they can move. They can force to move the American bases, the American soldiers. It's really hard, but it happens in Okinawa, in Japan, in other places, because there are also some scientific points of view, like permanent garrison. So the movements of people that they are not satisfied of the presence of the army, and also some kind of autonomy in geography. So the right to space, and the people forced. To force the local leaders, the representation, force the national representation, so the governments to change, for example, number of units in their country, neighborhood, and so on. One of the anti-base movement, which was very popular, and people even started to connect between countries. One of the frame is sovereignty, which is topic of this conference. As you can see, it concerns the US interference with host nation politics. So what is their point of view? And at the end, I would like to show you two points of view that is really, I think, important. So battle of scales. I call this battle because I think this is one of the examples that every company has the hierarchy, of course, and representation, the local, regional level, local, and so on. But in case of army, like, there is phenomena, because one of the biggest company in the world meets the small representation of Polish grandma going for shopping and so on. And also militarization of space, so I think which is really also important. And last minute, because I know there is no time, I would like to also show you that this topic is also important. I think we meet here because also the situation changed 3 months ago. Am I right? I'm wrong. Because I also lie again. I'm sorry, but I have to. Because the situation changed 8 years ago. Because the war didn't start 3 months ago. I have friends which are from Eastern Ukraine. Yesterday, one of the NGOs called if I can host another Ukrainian family. But the Ukrainians are in Poland since many years. They started mostly coming after 2014. And the question is, so what about this 8 years? Yeah, of course, it's really easy for me to talk about that. But geography matters, ladies and gentlemen, because from Poland, Polish point of view, it's really important that now we are the front line, and the scale is also important. And maybe we are now in Paris, but trust me, it's not really far from here to Ukraine. I just came by 2 hours by plane, and I live close to the border. And the last words, there is a famous strategist, Karl von Clausewitz, which is probably also known in French history, which says that war is a continuation of politics by other means. But I have a proposition for you to change this, that the politics is continuation of war by other means. There was 8 years of politics, and in one day our borders of Poland crossed thousands of people, because we sometimes sit very comfortable in the chair because we have the global scale, we talk, we discuss, and so on. But also there are some people on the local scale,
Now it's nothing happening in Poland, but the same was in Japan or Okinawa. And the situation is changing. So maybe in a few months you will see the media headlines that there are a situation that locals forced to move American bases from Poland. I don't know, but I just wanted to show you there are some different points of view. Thank you very much. Thank you so much. On a assisté là à un exposé passionnant sur les jeux d'échelle et en partie la contradiction entre différentes échelles. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un contrat, presque de type Jean-Jacques Rousseau, entre l'État polonais et la nation polonaise, quel que soit le gouvernement, d'accepter la protection de l'OTAN, d'accepter la protection américaine? Do you understand? No, but I agree, yeah. The idea that there's a real contract in Poland between government and nation, whatever is the government, the necessity to have American protection, to have the NATO, that's at the national level, and show the contradiction with the local level, all the movements, anti-base, just as we have in Japan, etc., etc. And that is a contradiction very, very interesting. And maybe the question would be, what happens now? People who have some frictions with the American soldiers or with the soldiers of NATO, does the war in Ukraine change their minds or not? Okay. I would like to say two things. Firstly, it's really hard to, if you look at the media, social media, and so on, you can, for the first impression is like it's changed because so there are so many voices like why the Ukrainians are here, so we have NATO and they can protect us, they can defend us, but they also make some crimes and so on. Let's make it different. But trust me, there are groups, they are now anti-Ukrainian, anti-NATO, but a few months ago they were anti-vaccination groups. And this is the one point. The second point, what is about the NATO presence? Of course, we know that it's necessary. Because imagine that Poland is not in NATO, for example, or Slovakia, or Czech Republic, or Lithuania. I don't know what is today. There was, like, regardless of politics, but there was a Polish president like Kaczynski who was in 2008 in Georgia, and he said, today you, tomorrow Ukraine, and after tomorrow maybe my country. And I don't want to, you know, show like this. There will be a catastrophe in few hours, few days. But it's not, what I learned is not like in one day everything will change. Of course, in one day the war started. But this is happening like by small steps all the time. So the problem is maybe, not problem, but the point is like also nobody is talking about that, but since the war started, we have probably double American or NATO presence in Poland, but they are not official. Of course, you can see so many of them because they have free weekends and there are so many in Krakow, like, you know, visiting. But it's changing for sure, and I think the also important is now to, you know, to talk, to discuss, but also to remember that the war is still going and we get used to it, but the Ukrainians not. So, and the NATO and US also not, because this is different story. Merci, c'est d'autant plus passionnant qu'il y aura, je crois, demain un autre exposé sur la Pologne. Je crois qu'un des maîtres mots qui est de cet après-midi, c'est le mot reconfiguration. Il y a vraiment des reconfigurations en cours en Pologne, qu'il s'agisse peut-être des relations avec les Américains au niveau local, ou qu'il s'agisse même de la relation avec l'Europe. C'est ce qu'on verra demain par rapport aux sanctions possibles de la Commission européenne, etc., dans la mesure où la Pologne est illibérale et comment ça marche, etc. Et de ce point de vue, on sent bien qu'il y a une différence entre les deux démocraties illibérales que sont la Hongrie et la Pologne. Pas la même histoire par rapport à la Russie, etc. Bien, le débat est ouvert. Je crois qu'autour de ces reconfigurations spatiales, territoriales, avec de l'hyperlocal, la ville, des espaces beaucoup plus vastes, la mer,
ou les questions de coopération, qu'il s'agisse entre pays ou coopération entre Pologne et OTAN, avec les contradictions qu'il y a entre le local et le national. Le débat est ouvert. Qui veut prendre la parole ? Bonjour, je suis Carole Mann, sociologue spécialisée dans les questions de genre et conflits armés. Mon commentaire est pour Monsieur Boulanger. Votre présentation est vraiment très intéressante. Il me semble qu'il y a un point de vue que personne ne semble prendre en compte, c'est la problématique du genre. Je vais m'expliquer. Mon premier terrain, ça a été Sarajevo pendant la guerre. Et il se trouve que j'étais là-bas pendant la guerre, et dans un lieu particulier qui s'appelle Dobrinja, qui était probablement le pire endroit, c'était à côté de l'aéroport. Et j'ai étudié, et je crois que l'armée et le restant du monde doit également le faire, on ne peut pas parler d'une population civile comme ça. Il y a des femmes, bon. Et des femmes pendant une guerre, quand les hommes sont au front, ou ailleurs, et je voudrais bien faire la même chose en Ukraine, j'espère y aller cet été, c'est totalement différent. Alors j'ai étudié, enfin j'ai repris des études à ce moment-là, et j'ai travaillé sur l'espace de la ville occupée vu du point de vue des femmes. Parce que ce sont les femmes qui ont tout repris. Et l'organisation. Je vous donne quelques exemples qui ont l'air anodins, mais qui sont importants. Alors, la distribution de la nourriture, d'une part. Quand est-ce qu'on lave le linge par des nuits, sachant qu'il y a des snipers tout à fait tout autour. Hein. Et donc, on lavait le linge dans la rivière, les nuits sans lune, des choses de cet ordre-là. La ville n'a jamais été aussi propre parce que les femmes, c'était le comité de défense civile hérité du monde yougoslave, ils géraient l'espace complètement. Les rues étaient propres, elles imposaient plein de choses comme ça. La redistribution des appartements, parce que ça aussi, au milieu des ruines, les gens perdent des appartements, ils ne peuvent pas aller loin, donc ils vont aller dans quelque chose qui est moins ruiné. Il y avait une espèce de police centrale, on ne vole rien, on ne prend rien, parce que j'ai habité là, alors je l'ai vu de près. Et c'est tout à fait extraordinaire, et je crois que c'est un point de vue qu'il faut prendre en compte. La population civile n'est pas homogène. Donc, il se trouve que, bon, par engagement personnel, je mets en place des projets humanitaires. En même temps, j'ai vu la reconstruction, enfin, je me suis occupée, entre autres, de la reconstruction d'une école, mais la continuation de l'éducation, je me permets de dire que c'était plus une préoccupation de mère de famille que probablement des hommes qui étaient, les quelques hommes qui étaient là, qui étaient trop vieux pour aller dans l'armée. Donc, petit exemple, elles ont organisé, enfin, j'ai vu des femmes creuser des espèces de tranchées à la cuillère, à n'importe quoi, pour que les gamins aillent en classe dans un sous-sol ailleurs. Il y a ça d'une part, et puis aussi... vous parliez de l'armée qui doit repenser les points de vue, etc., le sniper. J'ai étudié ça, parce que Dobrinja a été divisé en deux parties, Dobrinja serbe et Dobrinja bosniaque. Moi, j'étais du côté bosniaque. Et il y a ça, mais il y a aussi la réflexion qu'a le citoyen qui doit survivre là-dedans. Donc, qu'est-ce qui est valorisé? Toutes les fenêtres, ça je peux vous dire à Sarajevo, et ça c'est sans doute pareil en Ukraine, les baies vitrées, les appartements les plus chers sont celles qui sont les plus dangereux parce qu'on se rabat dans la cuisine. On a vu en Ukraine, les gens dorment dans les corridors. Actuellement, il y a plein de choses de ce genre-là. L'endroit le plus sûr, ça je vous le dis, sait-on jamais, puisqu'on a un collègue polonais pessimiste, l'endroit le plus sûr, c'est la cage d'escalier, c'est la dernière chose qui tombe quand un bâtiment est bombardé. Ça, plus le local de poubelle. Donc, elles ont remis les écoles, les classes. Moi, j'ai fait cours dans un local de poubelle. Et là, c'était vraiment intéressant, la relation avec la Fort-Pronu. Parce que la Fort-Pronu française se trouvait dans notre quartier. Et ces relations étaient assez extraordinaires parce que la Fort-Pronu ne revenait pas d'un quartier totalement contrôlé par les femmes. Et l'organisation était tellement parfaite. Enfin bon, je vous raconterai ça peut-être une autre fois, mais ce que je voudrais dire, c'est, et ça vaut pour absolument tout le monde, également en ce qui concerne le contrôle du terrorisme, ou de ce qu'on appelle le terrorisme, la différence entre la surveillance, ou si on appelle ça la surveillance, des soi-disant, comment vous dire, des hommes et des femmes.
Et ça, on l'a vu après le Bataclan aussi, quand il y avait une femme qui était impliquée. Enfin bon, on ne savait pas comment conceptualiser la présence des femmes. Donc, moralité, songez aux femmes. Et je suis là pour vous en parler. Bon, voilà. Merci. Merci pour la question et le témoignage. Philippe, vous voulez peut-être... Je vais répondre très rapidement. Ne vous dérangez pas, je vais faire une réponse assez rapide parce que j'imagine qu'il y a d'autres questions également à poser. Oui, je suis d'accord avec vous, sachant que l'intitulé de mon sujet portait sur la pensée militaire occidentale et je ne vous ai pas parlé de la pensée britannique en particulier. C'est une des approches multiples que l'on peut avoir sur la ville en guerre, sur les hommes et les femmes en guerre en milieu urbain. C'est extrêmement intéressant. Moi, je vous ai abordé en quelques minutes un sujet déjà extrêmement large lié à la doctrine et à la pensée militaire. Voilà, merci à vous. Merci. Annie, je crois que vous voulez prendre la parole. Le temps que tu t'installes, tu viens ici. Je vais revenir sur le livre que je suis en train de lire, de manuscrit de Georges Rensky. Mais dans cette insurrection de Varsovie, il insiste sur le rôle des femmes. Et vraiment un rôle extrêmement varié. C'est-à-dire, bien sûr, les tâches que l'on assigne traditionnellement aux femmes, mais aussi les femmes au combat, tout simplement. Enfin, je veux dire, selon l'âge, ça va dépendre de l'âge, etc., etc. Et voilà, est-ce que c'est la spécificité des guerres asymétriques où effectivement il n'y a pas une armée conventionnelle? Je ne parle pas des armées récentes où il y a plus de femmes, mais il n'y a pas longtemps, les armées conventionnelles, il n'y avait pas de femmes. Voilà. Alors qu'il y en a davantage dans des mouvements de résistance. Est-ce que c'est une spécificité de la guerre urbaine? J'en sais rien, mais enfin, c'est vrai que dans la guerre urbaine, c'est important. C'était juste le temps pour que tu viennes. Oui, c'est une question très générale adressée à Philippe Blanger. J'ai été très intéressée par votre réflexion sur l'appropriation militaire du milieu urbain. J'ai été frappée de voir que vous ne faisiez pas la différence entre différents types de conflits. En d'autres termes, est-ce qu'on pourrait déplier ce que vous avez dit selon une situation de conflit international classique où voilà, il y a une ville qui est... une situation de lutte au Brésil contre les cartels et donc d'opérations militaires dans les favelas pour chasser les trafiquants, etc. Donc il y a quand même différents types de conflits urbains. Est-ce que l'exposé que vous avez fait vaut de la même manière pour ces différents types de conflits ou est-ce qu'il faut rentrer est-ce qu'il faut déplier ces concepts? Merci de cette question, oui, qui est très intéressante, naturellement. On se rend compte que depuis les années 2000, on est dans des conflits asymétriques, mais surtout internes, internationalisés. L'ONU parle de conflits internes, internationalisés, extrasystémiques. Donc il y a bien différents types de conflits. Globalement, ce sont tous les types de conflits concernés, sauf entre les États, jusque véritablement en 2022, même s'il y a eu des conflits entre les États depuis 30 ans. Mais majoritairement, ce sont des conflits internes internationalisés. Naturellement que le sujet est très riche, qu'il y a beaucoup à dire en la matière. Je n'ai même pas pu effleurer le mot tellement le temps m'a manqué. Mais le sujet étant important, c'est celui de la communication. Lorsque les troupes françaises reprennent possession de Tombouctou en 2013, l'arme utilisée par les acteurs non étatiques, c'est l'arme de la communication. Donc, sous les regards des journalistes occidentaux présents à Tombouctou, de mener des attaques très localisées avec des terroristes portés par des mobylettes. Donc, c'est une forme d'affrontement naturellement, c'est d'un autre champ du combat urbain, celui de l'influence, de la communication, que l'on peut aussi aborder. Alors, pour répondre directement à votre question, ce qui est très intéressant de noter, si je me situe dans le cadre de mon sujet, c'est-à-dire vraiment la pensée militaire occidentale, celle-ci a beaucoup de mal, y compris dans les années 2010, à orienter son attention sur le combat asymétrique. C'est-à-dire que la doctrine du combat en milieu urbain place toujours l'affrontement entre acteurs au niveau des États. Et en fait, dans la doctrine du corps des Marines de 2018, il y a quelques annexes ajoutées par rapport aux documents antérieurs qui nous parlent des combats en Tchétchénie pour prendre modèle notamment sur l'armée russe et voir comment ils ont combattu
les Tchétchènes en Grozny qui résistaient à l'armée russe. Donc il y a une adaptation en fait au combat asymétrique, mais la pensée militaire occidentale reste encore très marquée par les guerres antérieures et par des affrontements entre États, entre armées nationales. Stalingrad, par exemple, est expliqué dans la doctrine américaine qui influence la doctrine otanienne, puis la doctrine des armées européennes. Alors, le sujet est tellement large et la question tellement intéressante, je ne peux pas répondre sur tous les plans en quelques secondes. Mais globalement, si je devais répondre pour conclure à votre question, je dirais que c'est le combat entre les États qui est surtout pris en compte dans la pensée militaire occidentale. Et il y a des adaptations relativement récentes sur l'idée que les armées nationales ont affaire à des acteurs non étatiques, protéiformes, fugaces, renseignés, difficiles à saisir au sein des populations, au milieu des médias, etc. etc. C'est un effort d'adaptation considérable mené par les armées nationales pour comprendre comment agir dans la contre-insurrection en milieu urbain, mener des affaires civilo-militaires, également des opérations d'influence, etc. Donc le champ de réponse est très large. Mais si j'essaie de garder une idée... D'autres questions? Oui, monsieur. This is a question for Gregor, so hopefully you'll bear with the English. We've heard a lot about NATO doctrines. Well, yeah, we've heard a lot about NATO doctrine through the 90s, so 3-block war, 4-block war, asymmetric warfare. What we haven't covered so much is the Russian doctrine of next-generation warfare. How do you see what's going on in Poland with the division between civil society and America and British troops and other troops as being a massive opening for Russia to exploit with their specialized concept of hybrid war? I mean, you could argue that Russia's never going to invade Poland because you're too strong. But at what point does the issues caused by the Americans not being subject to the rule of law weaken the Polish state to the point where perhaps the loyalty of the Polish people will go back to Imperial Russia, the Soviet times? And what would your recommendations be if you could make one tomorrow? Would it be absolute legal authority of Poland over any troop in Poland, or is there a hybrid concept of a military civil tribunal? Thank you. Okay. Thank you for the question. Firstly, I think I'm not that experienced to give any recommendation. Especially, I have one recommendation for Putin, for example, and it's even in French the same word but means different. My answer is, I have two answers. The first one is what geographers always used to say: it depends. The second one is I don't know. What you said about loyalty of Polish people, or before maybe the first one, I agree that it's, or I have to say there is no any like nobody is sure in Poland that Russia or maybe other country from let's say now Russia will never attack Poland or will never, I don't know, create the conflict there. If you will go like 3 months ago, 2 months ago, or even now, but it's less less important topic, unfortunately, there is still the immigration crisis on Polish and Belarusian border. So this is also one of one scientist says it's like the human weapon, because they use also as a hybrid, one of the hybrid weapon of the hybrid tools, the people, the immigrants, to force what they want. Yeah, I'm not sure about any recommendations. I mean, I know
what's for example, a professor asked, what's changed when the war started? What many people used to say, that was that why NATO or other countries they are doing everything so slow and so on, and why for many years there is a war, they didn't do anything. But people ask themselves about that, but there is an answer after a moment. There is the point of view, the geography. We always, from our point of view as Poland, between Germany and Russia, and also because from our history, we always knew that Russians, because of their size even. If you are the biggest country in the world, how you cannot, invite others? Just look at the map, yeah? Of course, the map is also lying a little bit. But what I want to say is like, if there will be any situation changed, even NATO are in Poland, we are not sure about NATO in Poland or US. You can ask so many Polish people or other people in Eastern Europe probably that, okay, they are here, but what about that? There are not so many. They are not, I think we have to remember they are not there like, of course they are operational, like they can fight, yeah? But their main, like, their main responsibility is to show we are here, yeah? So in case of war or any conflict or everything, I don't know they are enough. And yeah, I'm sorry that I cannot explain or answer your question strictly because, it's too many things in my head and I think we can, like talk about this hour by hours. But what I want to say, in 1939, we also had alliance with some countries. With France as well, I'm sorry. And also, someone probably from before said about the Second World War something, what I understood, and to compare this. And also, it's maybe similar sometimes situation, but there is, as you said, there is we focus so much about American, NATO, French, Polish strategy, the doctrines, and so on. But I also made some small research in literature about Russian foreign military bases in Tajikistan, in Africa, and so on. And their strategies, maybe it's for sure different, but the last word, what is the biggest difference? It's always easiest to do any moves for a country which is dictatorship or is authoritarian than for democracy countries. That's why sometimes NATO or European Union, Americans can be slower and always be slower probably than Russia or other countries like they want to be a hegemon because we play other rules, officially of course. But this is something what I think is also, my recommendation is the only one thing. If you play with someone who doesn't respect your rules, you cannot respect the rules. Sometimes even if they're humanitarian and so on. I'm sorry to say that, but I've seen so many people in trains in Poland escaping from this war, and as me for a young geographer, I have never think I will see that. I even had so many childs from Ukraine and playing in the train. They are so amazing, trust me. Yeah, and I invite you to talk more. I'm sorry, but I don't know if I answer any of your part of your question, but this is really complicated, I think. Thank you. D'autres questions? Moi, j'aurais peut-être une question pour les deux Sylvain. Et cette multiplication des acteurs et les questions de coopération, vous avez montré comment certains acteurs défendent leur identité, le ministère de l'Éducation nationale, par exemple, par rapport au ministère de l'Intérieur, etc. Lorsqu'il s'agit de négociations internationales, qu'il s'agisse des armes autonomes ou qu'il s'agisse des questions de partage d'eau et de souveraineté dans les eaux, dans la mer, est-ce que tout coule de source, si j'ose dire? Est-ce qu'il y a de la contestation interne dans tel ou tel groupe, ou au niveau de tel ou tel pays, ou à l'intérieur de tel pays, y a-t-il des protestations contre ces partages? Alors,
c'est vrai que ce sont des questions qui ne sont pas forcément médiatisées. Enfin, je ne sais pas si elle l'est, mais bon, les questions des armes autonomes, c'est pas très médiatisé, donc ça ne vient pas trop dans l'espace public. Mais est-ce que dans des espaces plus restreints, il y a discussion? Est-ce qu'il y a contestation des décisions, ou est-ce que ça passe au-dessus de toutes les têtes? Pour la question, je vais répondre rapidement pour ne pas préempter tout le temps de réponse. Sur la question des armes autonomes, effectivement, dans la présentation, l'idée était de se concentrer sur finalement les jeux entre agents dans l'espace international, mais il est évident que qu'on retrouve finalement ces mêmes débats, ces mêmes discussions à l'intérieur de chacune des arènes ou des espaces sociaux. Ce serait valable pour le cas des États, bien sûr. On retrouve de manière assez classique une division entre le ministère des Armées et, à l'intérieur du ministère des Affaires étrangères, les tenants du désarmement et les tenants des services des droits de l'homme, etc. Où là, il y a des lignes de fracture qui sont assez bien identifiées et qu'on voit reparaître ici. On retrouve aussi ce même type de fracture, y compris au sein d'acteurs où on pourrait suspecter que ce serait moins fort. Au sein des organisations de la société civile, on retrouve des mêmes tensions, par exemple, sur la manière de s'opposer à ces armes autonomes. Et ce qu'on doit en faire, c'était un peu la question tout à l'heure sur la distanciation. On crée une distanciation avec l'acte guerrier, etc. Donc on pourrait en faire une problématique morale, parce qu'au fond, on perd la capacité d'être tué au combat, donc c'est une question morale. Certains acteurs de la société civile vont justement, à l'inverse, dire qu'il faut en faire une question juridique, parce que c'est le seul terrain d'entente, etc. Donc on retrouve tout à fait ces lignes de fracture, et qui, là encore, sont liées au fonctionnement propre de ces espaces. Bien sûr, il y a des modifications des positions de chacun dans l'interaction, mais elles tiennent beaucoup à des rapports de force qui, là, sont variables. Et je pense que mes collègues font des réponses différentes sur le cas des luttes sur les eaux territoriales ou des politiques antiterroristes. Une partie de la place. Je vais essayer d'être bref, donc sur les divisions qui peuvent opposer les contestations au sein de l'espace gouvernemental de ces politiques. Il y a un exemple qui fonctionne qui est assez intéressant de ce point de vue, c'est la loi renseignement qui a été adoptée en 2015, donc toujours autour de cette dynamique attentat. On voit une opposition qui peut sembler assez attendue, assez classique entre l'Intérieur et le ministère de la Justice, où là on est en 2014 et il y a énormément de réunions interministérielles qui se passent a priori plutôt mal, c'est très long, voilà. Et bon, là, les attentats ont fait que le ministère de la Justice, à un moment, stoppe un peu son opposition, la met moins en avant. Mais il y a d'autres oppositions, moi, qui m'ont plus surprise, qui m'ont beaucoup intéressé. Au sein de l'Intérieur, on voit émerger, autour de cette loi renseignement, des oppositions, a priori, entre certains conseillers d'État et certains représentants du renseignement, par exemple. Et là où ils disent, en fait, quand François Hollande décide de saisir le Conseil constitutionnel, certains conseillers d'État qui se trouvaient un peu relégués par des représentants des services de renseignement se retrouvent en première ligne, même à prendre la parole en premier, alors que c'est juste des directeurs, alors que c'est pas normalement leur position hiérarchique. Enfin là, on voit par exemple, et ça permet un coup, c'est-à-dire ils étaient marginalisés, et grâce à la saisine du Conseil constitutionnel, ils se retrouvent au premier plan. Quelque chose aussi qui était très intéressant sur cette loi renseignement, et je crois que c'est la seule loi, a priori c'est ce qu'on dit, où ça est fait, il y avait un représentant de la commission des lois du Parlement, de l'Assemblée nationale, qui siégeait en réunion interministérielle. Réunion interministérielle qui devait aller au texte rimé, au texte adopté. Et donc là, on avait un représentant de l'Assemblée nationale qui était au sein de ces enceintes interministérielles, avec l'idée, c'était que par sa présence, on assurait que le texte soit adopté par le Parlement. Si on assurait que le texte était adopté au Parlement, on pouvait plus facilement convaincre François Hollande que ce texte devait être voté. Donc là, on a des architectures extrêmement originales autour de ça. Donc on a plein d'oppositions, des façons d'essayer d'anticiper, de baisser certaines oppositions, etc. Merci. Allez-y. Hop là. Oui, alors pour répondre à la question posée, d'abord le premier point, c'est effectivement la démultiplication des acteurs. Pour y faire face, on crée des institutions, de plus en plus des institutions régionales, soit pour réduire le nombre des acteurs, soit pour réduire le nombre d'interlocuteurs. Donc effectivement, on rentre dans cette dynamique-là. Et le fait de créer ces corps intermédiaires, de choisir la région comme étant l'échelle de gouvernance privilégiée entre global et local, ça génère effectivement, vous avez raison, des tensions. Alors dans le domaine que j'évoquais tout à l'heure, le plus important,
importants, c'est les tensions géopolitiques. Je pense notamment au Venezuela ou à Cuba, bien sûr, hein, qui contestent l'hégémon américain, enfin états-unien, dans cet espace interaméricain. Ça, c'est le premier point. On assiste aussi, bien sûr, comme j'ai évoqué tout à l'heure rapidement, avec le Panama ou la Jamaïque, par exemple, des opinions publiques qui vont contester des signatures d'accords de partage de souveraineté sur des eaux parce que, bon, ben, qu'est-ce que c'est que cette histoire, on va donner la possibilité à des navires des gardes-côtes américaines de patrouiller chez nous. Bon, voilà, ça pose ce genre de problème. À l'inverse, on a aussi des États qui, jusqu'à présent, s'opposaient franchement à toute forme d'accord. Je pense au Guyana, par exemple, qui n'avait pas spécialement envie de partager sa souveraineté territoriale, en tout cas de laisser des marines étrangères patrouiller chez elle. Là, avec la découverte de quantités considérables de gaz et d'hydrocarbures qui va faire du Guyana l'un des principaux producteurs mondiaux de gaz dans les années à venir, c'est un futur émirat pétrolier, hein, le Guyana. Il faut vraiment prendre ça en compte. Le problème, c'est que le Guyana, aujourd'hui, n'a aucune capacité technique de contrôler ses eaux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont signé un accord, ils ont ouvert grand les bras aux États-Unis, et les États-Unis étaient très contents de venir agir dans ces eaux, parce que, juste à côté, qu'est-ce qu'on a? On a le Venezuela, et on a également aussi une croissance très importante du nombre de bateaux chinois qui viennent pêcher dans ces eaux-là. Dernier point, on a également des contestations parfois un peu surprenantes au sein d'organisations qui fonctionnent assez bien. Alors le cas de la République dominicaine, qui ne fait pas partie de la CARICOM mais qui est associée, dit depuis des années, les officiers généraux que j'ai rencontrés me disent bah, on fait partie de ces accords de coopération, mais alors franchement on s'aime pas beaucoup avec les Barbadiens, les Trinidadiens, on s'aime pas beaucoup, voilà, on a beaucoup de concurrence, on est des îles différentes. Sauf que dans les faits, quand on cartographie la coopération régionale, eh bien on s'aperçoit qu'en réalité, la coopération sécuritaire, elle marche parfois beaucoup mieux que la coopération économique. Voilà. D'autres questions, d'autres commentaires? Nous arrivons à la fin. Écoutez, il me reste à remercier tout le monde. Je crois qu'on a eu des débats qui étaient tout à fait intéressants. Carl Schmitt, en 1922, dit que la souveraineté, ce qui caractérise la souveraineté, c'est cette capacité et ce pouvoir presque absolu de décider, de décision dans les situations exceptionnelles. En 1932, 10 ans plus tard, il précise sa pensée. Capacité de décision en situation exceptionnelle, c'est-à-dire la guerre. Pas si simple. Pas si simple. C'est-à-dire qu'à la fois c'est vrai et c'est pas si simple. C'est pas si simple. Et là, je crois qu'on l'a vu toute la journée, mais peut-être aussi, en particulier cet après-midi, cette étude de jeu d'échelle était tout à fait intéressante, c'est-à-dire tous ces exemples par rapport à la guerre de souveraineté limitée, de souveraineté partagée, de souveraineté empêchée, de souveraineté en discussion, qui décide finalement. Hein. Parce qu'il y a des acteurs non étatiques, des acteurs étatiques, mais y compris au sein de l'État. Au sein de l'État, entre les corps d'État, entre les différents bureaux, etc. etc. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que, évidemment, là encore, la question du temps, c'est que, au fond, lorsqu'il s'agit de questions de guerre ou de défense, lorsqu'on ne fait pas vraiment la guerre, soit parce qu'elle est lointaine, pour nous, pas tant que ça, mais un peu lointaine, en Ukraine, en Afrique, au Sahel, c'est encore plus loin, ou lorsqu'elle est proche, là... Il y a un rapport espace-temps, lorsqu'elle est proche, il y a urgence dans le temps. Et là, de ce point de vue, toutes ces contradictions, parfois, se résolvent. Et là, finalement, on en revient à Carl Schmitt. Comment, que ce soit Clausewitz ou Carl Schmitt, une sorte de va-et-vient. Hein. À la fois, c'est beaucoup plus compliqué. Et il y a parfois un nœud, si vous voulez, un noyau qui fait que la guerre, c'est quand même un temps extraordinaire. Je crois qu'il faut insister là-dessus, pas seulement à cause de la mort, et que ce temps extraordinaire, même en termes de souveraineté, doit être traité autrement que le temps ordinaire de la paix. À demain, si vous le voulez bien. Merci.